Depuis le débarquement, les troupes alliées ont progressé rapidement vers la Bretagne et la Loire. Nantes a été libérée le 11 août. La Vendée est traversée par des unités allemandes en déroute qui rejoignent la Pallice, La Rochelle et Saint-Nazaire qu'elles tiennent encore. Fin août, début septembre 1944, l'occupant évacue le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La population se calfeutre de peur des représailles, d'une balle perdue ou encore des réquisitions. Et les Allemands sont partis qu'en septembre. Ils sont partis, je ne sais pas exactement comment, parce que franchement, c'était la débandade, quoi. Nous avions un Allemand qui venait à l'atelier, un douanier. Mais quand il est parti, il est parti de Saint-Gilles, il avait tout dévalisé, je crois. Il partait avec un wagon de choses. Et il y avait même un grand-père, là, il avait un briquet, comme dirait un âne, puis sa carriole. Un jour, j'ai vu 2 Allemands qui étaient dedans, ils s'en allaient à la gare sans doute. Il faut croire que il avait leur barda, puis là, ils s'allaient prendre le train certainement. Il fallait cacher les chevaux, parce qu'ils réquisitionnaient les chevaux. Et nous, il y avait un grand terrain tout à côté de la ferme, il n'y avait pas la rue de la Petite Tenue, qui était tout entouré de gros talus de tamarin. Le cheval, il était caché là-dedans. On a dit, vous voyez là, ils s'en vont. Hein. Vous voyez, ils s'en vont tous, de l'hôtel, de tout. Faites-vous tout petit, puis restez chez vous. La nuit que les Allemands sont partis, ils nous avaient dit de ne pas rester dans la maison, qu'ils allaient tout faire sauter partout, comme ils ont fait à certains endroits. Ils ont fait évacuer le quai, et vos grands-parents, qui étaient M. Mamotin, sont même venus coucher à notre repos là-bas. Parce que sur les quais, c'était quand même un peu plus dangereux. Alors mon père a été chercher sa mère, on l'a installée dans un débarras en bois, puis on était tous là, passer la nuit. Elle était dans une brouette, puis elle hurlait, et rouspétait après mon frère, enfin c'était épouvantable. Je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi. C'est comme ça qu'ils vont tuer tout le monde avant de partir. On est partis se cacher dans les marais. Ah oui. Le soir, tout le monde était rendu, tout le monde avait couché dans les marais. On nous a demandé de quitter toutes les maisons qui étaient au long de la rivière, parce qu'ils allaient faire sauter tout le port. Et les Allemands, avant de partir, ont fait sauter le jeté de Saint-Gilles et le jeté de Croix-de-Vie. Et ça, c'est quand ils sont partis. Oui. Il y avait des statues là sur le petit château là en face là. Il y avait des sculptures sur la façade. Une sculpture qui était tombée. Ah ben je me souviens, oui. Et puis on est revenu le lendemain parce qu'ils étaient partis, ils avaient quitté Croix-de-Vie. Non, avant de partir, je crois qu'ils n'ont pas dû faire beaucoup de bêtises. Ils auraient pu incendier des choses, ils auraient pu... Pourtant, l'état-major ennemi avait bien prévu le dynamitage d'autres points stratégiques de la ville. Ainsi, le phare de Ladon n'a dû sa sauvegarde qu'à un coup de pelle d'un habitant qui a sectionné des fils qui traversaient son potager. Ils étaient reliés à des explosifs. Plus rocambolesque, le pont reliant Croix-de-Vie à Saint-Gilles doit sa préservation à un soldat allemand qui en a livré le plan des explosifs. Cet Allemand, il venait tous les soirs chez Perrotin écouter la radio anglaise de Gaulle, quoi. Ouais. Il nous avait pensé les plans du minage du plot de Saint-Gilles. Et grâce à ce plot de Saint-Gilles, le pont n'a pas sauté. Parce que Popol, il a fait semblant de pêcher. Parce que c'était devant la commandanture, hein. Ouais. C'était devant la commandanture. Et il a coupé les fils. Il a suivi le plan, il savait où c'est qu'ils étaient. Top, il a coupé le fil. Est-ce qu'ils ont essayé de faire sauter le pont ou est-ce qu'ils ne l'ont pas essayé? De toute façon, le pont n'a pas sauté. N'a pas sauté, lui. Voilà.